Dans une ville américaine moyenne, où les rues semblaient figées dans un équilibre précaire entre espoir et désillusion, une initiative audacieuse s'apprêtait à bouleverser les fondations mêmes du maintien de l'ordre. Millbrook, avec ses quartiers aux contrastes saisissants, était à la croisée des chemins, des tensions raciales latentes et des décennies de méfiance avaient érigé des murs invisibles entre la police et une communauté désabusée. Pourtant, à l'aube d'une expérience sociale inédite, ces murs allaient être mis à l'épreuve. Dans le commissariat central, le chef de police Michael Brennan, un homme dont chaque ride racontait les batailles d'une carrière marquée par des compromis difficiles, tenait entre ses mains un document qui semblait peser une tonne. À ses côtés, Marcus Johnson, un officier afro-américain respecté mais souvent isolé, observait avec une curiosité mêlée d'appréhension. Ce projet, bien qu'encore flou, portait en lui la promesse d'un changement radical, mais aussi le risque d'un échec retentissant. Non loin de là, Sarah Thompson, une journaliste au regard perçant, arpentait les rues pour capter les murmures de la ville. Chaque conversation, chaque silence, nourrissait son instinct journalistique. Pendant ce temps, Aisha Jackson, militante inlassable, rassemblait les voix de la communauté, oscillant entre scepticisme et espoir prudent. Tous, à leur manière, sentaient que quelque chose d'inédit se préparait. Alors que les uniformes attendaient leurs nouveaux porteurs, la ville retenait son souffle. Ce n'était pas seulement une question de justice ou de sécurité, mais de réconciliation, de dignité et d'une chance unique de réécrire une histoire trop souvent marquée par l'incompréhension. À Millbrook, une révolution silencieuse était sur le point de naître. Dans la ville fictive de Millbrook, une bourgade américaine typique marquée par des décennies de tensions raciales sous-jacentes, les rues sont bordées de maisons modestes, de commerces locaux et de bâtiments publics vieillissants. Le commissariat central, un édifice austère en briques rouges, est le théâtre de cette transformation. Les murs de ces couloirs, témoins silencieux d'années de pratiques controversées, semblent presque vibrer sous le poids des changements à venir. Michael Brennan, chef de police depuis plus de 20 ans, est un homme au visage buriné par l'expérience. Sa carrière a été forgée dans un système qu'il n'a jamais remis en question, jusqu'à ce jour. Derrière son scepticisme initial se cache une peur de l'inconnu, mais aussi un désir profondément enfoui de laisser un héritage positif. Marcus Johnson, quant à lui, est un officier déterminé mais souvent isolé au sein d'une équipe majoritairement blanche. Ayant grandi dans un quartier défavorisé de Millbrook, il comprend les frustrations de la communauté afro-américaine et voit dans cette initiative une chance de bâtir des ponts. Sarah Thompson, journaliste locale, est une femme tenace animée par une quête de vérité. Sa relation avec Marcus, qu'elle connaît depuis le lycée, lui donne un accès unique aux coulisses de cette expérience. Enfin, Aisha Jackson, militante passionnée, est une figure respectée dans la communauté. Sa méfiance envers les institutions se mêle à un espoir prudent, alimenté par son rêve de voir Millbrook devenir un modèle de justice. Les premières interactions entre ces personnages, marquées par des doutes et des tensions, dessinent les contours d'une collaboration improbable. Leurs motivations personnelles rédemption, justice, vérité et unité convergent peu à peu, transformant Millbrook en un terrain d'expérimentation sociale où chaque décision porte le poids d'une histoire collective. Alors que l'expérience progressait, une fuite inattendue révéla des archives internes compromettantes, mettant en lumière des décennies de pratiques discriminatoires au sein du département. Cette découverte choqua la communauté et provoqua des tensions internes, certains anciens officiers cherchant à discréditer la nouvelle force. Marcus Johnson, pris entre deux feux, devint un acteur clé dans la gestion de la crise, tentant de maintenir l'élan de transformation tout en affrontant les fantômes du passé. Dans les jours précédant le lancement de l'expérience à Millbrook, les tensions montaient dans tous les coins de la ville. Michael Brennan, bien qu'opposé à l'idée, se retrouva contraint de préparer son équipe pour la transition. Il assigna Marcus Johnson à un rôle clé, être le lien entre la nouvelle force afro-américaine et les officiers réaffectés. Ce dernier, bien qu'honoré, ressentit le poids de cette responsabilité, craignant de devenir une cible pour ses collègues ou un bouc émissaire en cas d'échec.
Pendant ce temps, Sarah Thompson, en quête d'un angle unique pour couvrir cette histoire, tenta d'interviewer Brennan, mais se heurta à son refus catégorique de coopérer avec la presse. Frustrée, elle se tourna vers Esha Jackson, espérant obtenir une perspective communautaire. Esha, bien qu'hésitante à parler aux médias, finit par accepter, voyant une opportunité de faire entendre les préoccupations de son quartier. Leur échange révéla des désaccords profonds sur la manière dont la réforme devait être abordée, mais posa également les bases d'une collaboration inattendue. Sur le terrain, les premiers jours furent chaotiques. Les nouveaux officiers, bien qu'entraînés, furent confrontés à des résidents méfiants et à des situations tendues où leurs décisions furent scrutées à la loupe. Un incident impliquant un adolescent accusé à tort de vol faillit dégénérer, mais grâce à l'intervention rapide de Marcus et à une médiation menée par Esha, la situation fut désamorcée. Cet événement marqua un tournant, montrant à la communauté que cette nouvelle approche pouvait réellement fonctionner. Au fur et à mesure que les jours passaient, des alliances improbables commencèrent à se former. Marcus trouva en Sarah une alliée qui, à travers ses articles, mit en lumière les efforts des nouveaux officiers tout en critiquant les résistances internes. De son côté, Esha, bien que sceptique, commença à travailler avec certains membres de la force pour organiser des ateliers communautaires. Ces initiatives, bien qu'encore fragiles, jetèrent les bases d'une confiance naissante entre la police et les résidents. Cependant, tout n'était pas rose. Les anciens officiers, regroupés dans une unité temporaire, fomentèrent des rumeurs, accusant la nouvelle force d'incompétence. Brennan, tiraillé entre son devoir et ses propres préjugés, hésitait à intervenir. Mais les premiers résultats positifs de l'expérience commencèrent à le faire douter de ses certitudes, le poussant à observer de plus près ce qui se passait réellement dans les rues de Millbrook. Dans les premières heures d'un matin brumeux, une fusillade éclata dans un quartier résidentiel de Millbrook, bouleversant le calme apparent de la ville. L'incident, impliquant un adolescent afro-américain non armé et un officier de police blanc, fit rapidement le tour des réseaux sociaux, déclenchant une vague de colère et d'indignation. Les tensions raciales, jusque-là contenues, explosèrent, transformant les rues en un champ de protestation et de confrontation. Les appels à la justice et à la réforme se multiplièrent, forçant les autorités locales à agir dans l'urgence. Face à la pression croissante, un juge fédéral imposa une décision sans précédent, la suspension temporaire des opérations de la police traditionnelle et la mise en place d'une force entièrement composée d'officiers afro-américains. Cette mesure, qualifiée de « test radical », provoqua une onde de choc au sein du département de police. Le chef Brennan, furieux, y voyait une remise en question de son autorité, tandis que Marcus Johnson, bien qu'enthousiaste, comprenait que cette initiative risquait de le placer au cœur d'un tourbillon de conflits internes et externes. Dans la communauté, l'annonce fut accueillie avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Esha Jackson, militante chevronnée, craignait que cette décision ne soit qu'un geste symbolique sans véritable impact. Mais lorsque des groupes extérieurs commencèrent à affluer pour attiser les divisions, elle réalisa qu'elle devait mobiliser la communauté pour éviter que la situation ne dégénère. Pendant ce temps, Sarah Thompson, la journaliste, se retrouva confrontée à un dilemme éthique: comment couvrir cette crise sans exacerber les tensions, tout en révélant les vérités inconfortables qui en émergeaient. Alors que le chaos menaçait de s'intensifier, l'arrivée des nouveaux officiers marqua un tournant. Leur première intervention, une médiation dans un conflit familial qui aurait auparavant dégénéré, démontra immédiatement un changement de ton. Mais le défi était immense, chaque action, chaque décision serait scrutée, critiquée, et pourrait soit renforcer, soit détruire cette fragile tentative de réconciliation. Dans les jours qui suivirent l'annonce officielle, la ville de Millbrook devint un véritable laboratoire social, où chaque interaction semblait porter le poids d'une histoire collective en quête de rédemption. Le maire Evelyn Carter, une femme déterminée et pragmatique, joua un rôle clé dans la mise en œuvre de cette initiative. Consciente des risques politiques, elle s'engagea personnellement à soutenir le programme,
organisant des réunions hebdomadaires avec des leaders communautaires pour s'assurer que les préoccupations locales étaient entendues. Pendant ce temps, un nouveau personnage fit son apparition, Elia Brox, un jeune entrepreneur local qui avait grandi dans les quartiers les plus défavorisés de Millbrook. Propriétaire d'un café devenu un lieu de rassemblement pour les discussions communautaires, Elia décida de transformer son établissement en un espace neutre où policiers et résidents pouvaient dialoguer sans crainte. Cette initiative, bien que modeste, devint rapidement un symbole de rapprochement. Dans un autre coin de la ville, un groupe d'anciens policiers, mené par l'ex-capitaine Richard, exprima son opposition farouche à l'expérience. Et, convaincu que cette réforme était une insulte à des décennies de service, commença à organiser des réunions clandestines avec des officiers mécontents. Ces tensions internes menaçaient de saboter les progrès réalisés. Parallèlement, une série de graffitis apparut dans les rues, certains dénonçant la nouvelle force, d'autres la soutenant. Ces messages, bien que anonymes, devinrent un miroir des divisions persistantes au sein de la communauté. Sarah Thompson, la journaliste, décida de mener une enquête approfondie pour comprendre l'origine de ces messages et leur impact sur l'opinion publique. Enfin, un événement inattendu vint bouleverser la dynamique fragile de Millbrook, un vol à main armée dans une épicerie locale, suivi d'une course-poursuite impliquant des membres de la nouvelle force. Cet incident, bien que mineur en apparence, mit en lumière les défis complexes auxquels ces officiers faisaient face, tout en testant leur engagement envers les principes de désescalade et de médiation. Alors que les jours passaient, les lignes entre espoir et scepticisme, progrès et résistance, devenaient de plus en plus floues. Mais une chose était certaine, Millbrook était en train de changer, et chaque acteur, volontaire ou non, jouait un rôle crucial dans cette transformation. Dans les jours qui suivirent l'implémentation de la nouvelle force de police, les tensions montèrent rapidement, révélant les fractures profondes au sein de la communauté et du département. Marcus Johnson, désormais en première ligne, se retrouva tiraillé entre son devoir envers ses collègues et son engagement envers sa communauté. Lors d'une patrouille, il fut confronté à un groupe de jeunes sceptiques qui l'accusèrent de trahir leur cause. Ce moment marquant força Marcus à réévaluer son rôle et à chercher des moyens de regagner leur confiance tout en naviguant dans un environnement professionnel encore hostile. Pendant ce temps, Sarah Thompson découvrit une série de courriels internes provenant d'anciens officiers mécontents, planifiant une campagne de discrédit contre la nouvelle force. Ces informations, si elles étaient publiées, risquaient d'enflammer davantage les tensions. Elle se retrouva face à un dilemme éthique, exposer la vérité ou protéger une initiative encore fragile. Sa décision, bien que difficile, allait jouer un rôle clé dans la perception publique de l'expérience. De son côté, Esha Jackson fut confronté à une division inattendue au sein de la communauté. Certains résidents estimaient que la nouvelle force n'allait pas assez loin pour réparer les torts historiques, tandis que d'autres craignaient que ce changement ne soit qu'une façade temporaire. Lors d'une réunion houleuse, Esha dut user de toute son influence pour maintenir l'unité et convaincre les sceptiques de donner une chance à cette initiative. Dans les coulisses, le chef Brennan, bien qu'impressionné par les premiers résultats, se heurta à une pression politique croissante. Des élus locaux, craignant pour leur réélection, l'exhortèrent à mettre fin prématurément à l'expérience. Brennan, tiraillé entre son instinct conservateur et les preuves tangibles de succès, dut prendre une décision qui pourrait soit cimenter sa réputation, soit la détruire. Parallèlement, une enquête criminelle complexe mit à l'épreuve la nouvelle force. Un cambriolage dans une bijouterie, impliquant des suspects bien connectés, menaça de raviver les accusations de partialité raciale. La manière dont l'équipe géra cette affaire devint un test décisif de leur crédibilité, autant pour la communauté que pour leurs détracteurs. Alors que les enjeux atteignaient leur paroxysme, une confrontation inattendue entre Marcus et un ancien collègue, désormais réaffecté, éclata dans un bar local. Les tensions personnelles, amplifiées par des années de ressentiment, explosèrent en public, attirant l'attention des médias. Cet incident força Marcus à se poser une question cruciale. Jusqu'où était-il prêt à aller pour défendre une vision d'un maintien de l'ordre plus juste,
même au prix de ses relations personnelles. Dans les jours qui suivirent le lancement de l'expérience, les tensions initiales laissèrent place à une curiosité palpable. Les habitants de Millbrook observaient cette nouvelle force afro-américaine avec un mélange d'espoir et de scepticisme, tandis que les officiers eux-mêmes s'efforçaient de naviguer dans ce rôle inédit. Marcus Johnson, conscient de l'ampleur de sa mission, se retrouva rapidement à jouer un rôle de médiateur non seulement entre ses collègues et la communauté, mais aussi entre les membres de l'ancienne force et cette nouvelle équipe. Chaque interaction devenait un test, chaque décision une opportunité de prouver que ce modèle pouvait fonctionner. Sarah Thompson, quant à elle, plongea plus profondément dans son enquête. Ses reportages, à la fois critiques et empathiques, commencèrent à attirer l'attention au-delà de Millbrook. Elle mit en lumière les histoires humaines derrière les statistiques, révélant les luttes personnelles des officiers et des résidents. Cette approche permit de nuancer le débat public, transformant ce qui aurait pu être un simple événement local en une question nationale. Pendant ce temps, Esha Jackson intensifia ses efforts pour mobiliser la communauté. Lors d'une réunion publique particulièrement tendue, elle parvint à désamorcer un conflit naissant entre des résidents sceptiques et des officiers. Ce moment devint un tournant, démontrant que la communication et la transparence pouvaient surmonter des années de méfiance. Esha réalisa alors que son rôle allait bien au-delà de la simple critique, elle était devenue une architecte du changement. Cependant, tout ne se déroulait pas sans accroc. Un incident impliquant un officier de la nouvelle équipe et un résident mécontent menaça de raviver les tensions raciales. Marcus, épaulé par Esha, organisa une médiation publique qui, bien que difficile, permit de restaurer un fragile équilibre. Cet événement souligna l'importance cruciale de la transparence et du dialogue dans la construction de la confiance. Alors que le mois progressait, un sentiment d'espoir prudent commença à émerger. Les résultats tangibles, tels que la baisse des conflits mineurs et l'augmentation des collaborations communautaires, commencèrent à convaincre même les plus sceptiques. Mais l'expérience était loin d'être terminée. Les défis restants, notamment les résistances internes et les attentes croissantes, posaient la question cruciale, ce modèle pouvait-il réellement s'inscrire dans la durée? Alors que la nouvelle force de police afro-américaine entamait sa première semaine, les tensions initiales laissèrent place à une dynamique complexe. Marcus Johnson, désormais en première ligne, se retrouva à jongler entre les attentes élevées de la communauté et le scepticisme persistant de certains anciens collègues. Lors d'une patrouille, un incident mineur avec un commerçant local faillit dégénérer, mais grâce à l'intervention rapide de Marcus et à son approche apaisante, la situation fut désamorcée. Cet événement marqua un tournant, consolidant sa position en tant que médiateur indispensable. Pendant ce temps, Sarah Thompson, en quête de vérité, découvrit des documents internes révélant des résistances silencieuses au sein de l'ancien département. Certains agents, temporairement mis à l'écart, tentaient de saboter subtilement l'expérience en alimentant des rumeurs auprès de la presse conservatrice. Ces découvertes mirent Sarah face à un dilemme éthique, publier au risque de polariser davantage la ville, ou attendre des preuves plus solides. De son côté, Esha Jackson organisa un forum communautaire où des résidents, pour la première fois, confrontèrent directement des officiers sur des injustices passées. Les échanges furent intenses, mais révélèrent une volonté commune de tourner la page. Esha, bien qu'épuisé, sentit que ces dialogues, bien que douloureux, étaient essentiels pour bâtir une confiance durable. Un soir, une patrouille menée par 2 jeunes recrues de la nouvelle force déjoua un cambriolage en cours dans une épicerie de quartier. Plutôt que de procéder à des arrestations immédiates, ils utilisèrent leur formation en médiation pour résoudre le conflit. Cette approche innovante impressionna même les sceptiques, mais attira également l'attention de groupes opposés au projet, qui commencèrent à intensifier leur rhétorique. Dans l'ombre, le chef Brennan, initialement réticent, commença à percevoir les bénéfices de cette transformation. Lors d'un échange privé avec Marcus, il admit à demi-mot que cette expérience, bien que imparfaite, révélait des failles profondes dans les méthodes traditionnelles. Ce moment inattendu marqua un début de rapprochement entre 2 hommes autrefois opposés,
laissant entrevoir une possible alliance stratégique pour pérenniser les changements. Alors que la deuxième semaine touchait à sa fin, une question cruciale émergea: les progrès réalisés pouvaient-ils survivre aux forces internes et externes qui cherchaient à les déstabiliser? Les alliances naissantes et les trahisons en coulisses annonçaient une confrontation inévitable, où chaque décision compterait. Le dernier jour avant le lancement officiel de la nouvelle force de police afro-américaine, une réunion cruciale se tenait dans le bureau du chef Brennan. Face à son équipe, il exposait les dernières directives, mais son ton trahissait une tension palpable. Les anciens officiers, temporairement mis à l'écart, murmuraient leur mécontentement, certains allant jusqu'à accuser Brennan d'avoir abandonné son propre département. La pression montait, et Brennan savait qu'un faux pas pourrait anéantir cette initiative controversée. Pendant ce temps, Marcus Johnson, désormais désigné comme mentor principal pour les nouvelles recrues, faisait face à ses propres dilemmes. Les attentes placées sur ses épaules étaient immenses. Lors d'une discussion privée avec Esha Jackson, il confia ses craintes de ne pas être à la hauteur, mais Esha, toujours pragmatique, lui rappela que la communauté avait besoin de leaders capables d'incarner le changement, même dans l'incertitude. De son côté, Sarah Thompson, en quête d'une perspective plus intime, accompagna une patrouille nocturne dans un quartier historiquement tendu. Ce qu'elle observa cette nuit-là, des regards méfiants, des confrontations évitées de justesse, lui fit comprendre que la route vers la confiance mutuelle serait longue et semée d'embûches. Son article à venir promettait d'être aussi nuancé que révélateur. Dans les rues, une rumeur inquiétante circulait: un groupe d'opposants radicaux planifiait une manifestation provocatrice pour saboter l'initiative. Esha, informé par des résidents, mobilisa rapidement des volontaires pour désamorcer les tensions avant qu'elles n'explosent. Elle savait que la moindre altercation pourrait être exploitée pour discréditer la nouvelle force. Alors que l'aube du premier jour approchait, un silence lourd enveloppait Millbrook. Chaque protagoniste, Brennan, Marcus, Sarah, et Esha, se préparait à affronter des défis qui allaient tester leur conviction et leur résilience. Mais au fond, chacun savait que ce moment représentait bien plus qu'une simple expérience, c'était une chance unique de redéfinir l'avenir de leur ville et, peut-être, d'inspirer un changement bien au-delà de ses frontières. Le mois décisif à Millbrook atteignit son apogée lorsque Marcus Johnson, après avoir surmonté les tensions internes et prouvé son leadership, mena une médiation cruciale entre la nouvelle force de police et un groupe de résidents sceptiques. Ce dialogue permit de désamorcer une situation potentiellement explosive, consolidant son rôle comme pilier de cette transformation. De son côté, Esha Jackson, initialement méfiante, joua un rôle déterminant en organisant une rencontre historique où policiers et résidents co-construisirent un code de conduite communautaire. Ce moment marqua un tournant dans la perception mutuelle. Sarah Thompson, en immersion totale, publia un article d'investigation révélant comment l'approche humaine et proactive de la nouvelle force avait permis de résoudre une affaire de violence domestique restée ignorée pendant des années. Son travail donna une visibilité nationale à Millbrook, attirant l'attention des médias et des décideurs politiques. Pendant ce temps, le chef Brennan, confronté à ses propres préjugés, fit un geste inattendu en invitant des membres de la communauté à participer à des formations avec les officiers, symbolisant un engagement durable. À la fin de l'expérience, les résultats furent indéniables: une baisse de 40% des crimes violents, une hausse de la confiance envers la police et une communauté plus unie. Inspiré par ce succès, Millbrook lança un appel à d'autres villes pour adopter ce modèle. Vous aussi, engagez-vous à soutenir des initiatives locales favorisant la diversité et la coopération, car le changement commence par des actions concrètes. À la fin de l'expérience, Millbrook avait changé de manière irréversible. Les tensions qui pesaient depuis des décennies semblaient s'être allégées, remplacées par un dialogue renouvelé entre la police et la communauté. Marcus Johnson, désormais reconnu comme un leader clé, avait gagné le respect de ses collègues et des habitants pour son rôle dans cette transformation. Sa capacité à naviguer entre deux mondes avait permis de jeter des ponts là où il n'y avait autrefois que des murs. Sarah Thompson, dont les articles avaient capté l'attention nationale,
se voyait offrir des opportunités journalistiques majeures. Pourtant, elle choisit de rester à Millbrook, convaincue que son rôle dans ce changement historique n'était pas terminé. Son travail devint un modèle d'intégrité journalistique, inspirant d'autres à aborder les questions de justice sociale avec nuance et profondeur. Aisha Jackson, quant à elle, devint une figure incontournable du dialogue communautaire. Son scepticisme initial s'était transformé en un engagement profond pour pérenniser ses avancées. Elle initia des programmes éducatifs pour renforcer la compréhension mutuelle entre la police et les jeunes générations, convaincue que l'avenir reposait sur cette collaboration. Alors que d'autres villes commençaient à adopter des initiatives similaires, Millbrook restait un phare d'espoir. Cette expérience avait prouvé que le changement, bien que difficile, était possible. Désormais, il appartient à chacun de poursuivre cette quête de justice et d'équité, en s'inspirant de Millbrook pour bâtir un avenir où la diversité et l'empathie ne sont pas des exceptions, mais des normes.